Bonjour et bienvenue à cette nouvelle discussion critique qui a lieu au cinéma Arvor dans le cadre d'un atelier critique que j'anime moi, Antonin de l'Arvor, et pour le compte de l'Université Rennes 2. Je suis en compagnie de quelques étudiants. J'ai à ma présence Andy. Bonjour Andy. Bonjour. Lucas. Bonjour Lucas. Bonjour. Maëlan, bonjour. Alors là, on va arrêter de dire bonjour à chaque fois parce qu'en fait, c'est super chiant. Bonjour Maëlan. Bonjour. Et j'ai aussi Hugo, Brieux et Jonas, ainsi que Clémence. Et on va causer de quelques films qu'on a pu voir au cinéma ces 2 dernières semaines. En gros, il s'agira de causer de Babylone de Damien Chazelle, de Interdit aux chiens et aux Italiens de Alain Huguetto, de Joyland de Saïm Sadik. Et là, j'ai un trou. L'Immensità de Emmanuel Crialese. Voilà, c'est ça. Alors, on commence par quoi, les enfants? Eh ben, écoute, on va parler de Joyland. On va commencer par parler de Joyland, qui est en plus, je crois, le film qui est sorti il y a le plus longtemps. Alors, qui c'est qui va se lancer pour nous causer de Joyland? Alors, Joyland, c'est un film de Saïm Sadik, je crois que c'est son premier film d'ailleurs. Qui va nous raconter, qui va nous ancrer dans la réalité sociale du Pakistan, où un jeune homme essaye de trouver sa place entre famille et un cabaret érotique avec une transe, et qui du coup pendant tout le film va devoir se battre entre son devoir moral de famille qui est dirigé par le père et sa véritable vie en quelque sorte qui se trouve dans le cabaret, dans la danse, etc. Donc le film est une chronique sociale sur le devoir moral et sur une vie qui ne nous convient plus. Et le film est absolument magnifique parce qu'il a l'avantage d'aborder une chronique sociale mais qui n'est jamais amère ou moralisatrice. Elle est au contraire porteuse de vrais messages d'espoir et de tolérance, notamment mais qui, sans moralité factice, ni même quelque chose de très appuyé. Ça tire jamais sur la corde pour essayer de se tenir, de se tenir au plus près des émotions. Il y a une vraie simplicité dans le propos et une vraie simplicité dans la réalisation, même si il y a un magnifique travail de musique qui rappellerait vraiment les plus belles compositions de Cliff Martinez, et un travail aussi sur la lumière absolument génial, notamment sur les scènes de danse et de cabaret. Mais le film a aussi ça d'intéressant, il n'est pas moralisateur en mettant beaucoup d'humour dans son propos. Il essaye de tourner en dérision justement tout ce devoir social obligatoire qu'on essaye d'imposer, mais tout en gardant quand même son esprit sérieux et très bien ancré dans la réalité sociale du Pakistan. Donc le film mélange un peu les genres, mais reste toujours très constant et toujours très juste dans son propos. Et c'est ce qui fait pour moi toute la beauté du film. Il est bien fait, il mélange les genres, il est drôle, il est touchant. C'est ça aussi qui est très intéressant dans le film, c'est qu'il reste sérieux dans son propos, mais il n'est pas grave, il est touchant. Bon, et moi je vais parler juste d'un point négatif, même si j'ai beaucoup aimé le film aussi, mais c'est le fait que ce soit un premier film et qui mixe les genres et les types de mise en scène. C'est que des fois justement ça peut être un peu fouillé, des fois ça va être très esthétisé, des fois, alors qu'il n'y a pas forcément d'utilité dans certaines scènes. Mais il y a une scène de danse par exemple qui est sublime, là on comprend. Mais on avait parlé la dernière fois, il y a des scènes un peu émotives où il y a des très grosses, quand même des très gros propos derrière, ou des très grosses disputes qui vont être avec des néons, enfin des points colorés, tout ça. Et moi par contre ce que je remarque beaucoup dans le film, c'est du coup le personnage de la femme... j'ai plus le nom du personnage, mais je me rappelle plus. Du coup qu'on va suivre dans le cabaret et tout ça, enfin travailler dans le cabaret. Sa femme, donc le début du film commence par cet homme-là qui est sous un drap de fantôme. Et ce fantôme-là, c'est ce qui va traverser le film en soi, c'est ce motif-là. Et c'est sa femme en fait qui est vue, qu'on verra à la fin, il y aura un dialogue où elle est ignorée comme d'habitude en fait. Et je pense qu'il y a un gros message là-dessus sur la vision des femmes au Pakistan et leur invisibilité, quoi. Parce qu'on suit surtout le personnage du mari, en fait, quoi. C'est ça.
Pas vraiment, je dirais plus que c'est un film choral où on apprend justement à connaître les tourmentes de chacun. Parce que le film se concentre pas sur un seul personnage, il se concentre en fait sur un ensemble de personnages. Alors évidemment, le couple de l'homme et du trans va être au cœur du film, mais il accapare pas toute l'attention. On va se concentrer aussi sur la belle-sœur et le beau-frère, le père. Les enfants sont un peu relégués au second plan, mais en tout, et aussi les amis danseurs du cabaret. Donc c'est vraiment un film choral où on apprend à connaître les tourmentes de chacun. Ça va pas se concentrer sur et insister sur les problèmes et les tourmentes de deux personnes ou d'une seule personne. Et donc il y a un élan un peu vitaliste dans le film qui montre que des personnages qui sont un peu en lutte contre quelque chose, quoi. Ce que tu disais, oui, ce qui empêche un petit peu le film de sombrer dans quelque chose de trop de triste ou de juste tragique, quoi, on va dire. Et puis même la dernière séquence, je ne dis rien pour ceux qui ne l'ont pas vu, mais la dernière séquence c'est très elle est très belle parce qu'elle donne un aspect elle donne pas un aspect d'un passé idéaliste ou d'une vie rêvée ou d'un passé idéaliste, justement. Au contraire, elle fait très rêveuse, justement. Elle fait très rêveuse d'un espoir qui est fondamentalement frais et enviable. À se dire que peu importe finalement si la victoire n'est pas acquise par rapport à une lutte, par rapport à un combat ou par rapport à des clashs sociaux, des clashs familiaux, finalement, ce qui compte, c'est même si le peu de résistance qu'il peut y avoir est suffisamment important pour voir de l'espoir. On passe peut-être au deuxième film. Est-ce qu'on parlerait de Interdit aux chiens ? Oui, du coup. Donc toi, on dit que tu es le seul à l'avoir vu. Ouais. Et pour commencer, un petit synopsis, c'est en gros Alain Huguetto lui-même qui va interroger sa grand-mère, si je me souviens bien, pas son arrière-grand-mère, parce qu'il y a vraiment des liens de famille assez... génération en génération, quoi. Et il va interroger sa grand-mère, mais sous forme du coup de figurine, de stop motion. Et sa grand-mère va lui raconter, avec Alain Huguetto, qui va façonner cet univers-là pour raconter au final l'histoire de sa famille. Donc son grand-père qui travaillait dans les mines, sa grand-mère qui travaillait à la maison, tout ça. Et déjà le truc film français en stop motion, donc on le voit pas souvent en soi. Et surtout qu'il y a, des fois je dis prise de vue réelle alias stop motion, mais au final c'est la même chose puisque c'est des prises de vue réelles, le stop motion. Mais là on va voir Alain Huguetto qui interagit avec l'univers, qui va passer par exemple une pioche à son grand-père et des choses comme ça. Et c'est on va voir sa main passer dans le champ, quoi. Ouais, voilà. Et en fait on a l'impression que tout ce qu'on regarde est sur une table en train de se faire, vraiment. Et c'est un film manufacturé, vraiment c'est fabriqué, on va avoir des arbres en brocoli. Et ça c'était un problème de budget du coup. Et ça rend super bien au final, c'est même des montagnes faites en charbon ou des maisons qui sont faites en carton, des nuages en coton, des trucs comme ça, quoi. Et du coup ouais, c'est super émouvant. Et surtout c'est évident que vu que toute sa famille sont des artisans, c'est évident d'avoir choisi cette technique de stop motion, quoi, pour rendre hommage au final à cet artisanat là. Oui, tout le côté manufacturé en fait du film rentre en résonance du coup avec le travail manuel de ce qu'il filme, de la famille auquel il veut rendre hommage, quoi. Et c'est super cool. Il y a un humour parfois très noir. Le titre Interdit aux chiens et aux Italiens, je sais plus comment le film devait s'appeler au début. On l'avait vu à l'avant-première, il l'avait dit, mais j'ai plus. C'était un nom pas terrible. Et au final, ils ont choisi Interdit aux chiens et aux Italiens parce que ça claque plus. Et c'est juste une pancarte en fait qui a écrit sur un café français où Interdit aux chiens et aux Italiens, quoi. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus, c'est assez drôle et ça tape tout de suite, quoi, ça donne envie. Et il y a cet humour aussi avec les petites figurines, notamment ils ont une façon d'être faites assez étrange, avec des yeux très globuleux. Et des fois on va avoir des jeux avec les clichés, je sais pas combien de fois le grand-père répète un nom italien et va dire imbecile, des trucs mix français-italien très, très cool. Et voilà. Une sorte de comique répétition un peu qui revient. Ça n'empêche pas le film d'être triste, même à certains moments. On rit quand il faut rire et puis on pleure quand il faut pleurer, quoi. Un petit bijou, quoi. Je crois pas avoir entendu de trucs négatifs dessus en plus, donc faut foncer vraiment. D'autant que c'est une petite coproduction rennaise. Ouais, vivement lundi. Où, comme tu disais, la stop motion, effectivement, on peut ne pas en avoir trop dans le paysage du film
d'animation générale. Bah là, Mais en tout cas, à Rennes, on est un petit peu dans la plaque tournante de ce qui peut se faire en la matière, en France en tout cas. On passe peut-être à l'autre film du programme. Est-ce qu'on se lance sur le morceau, le gros morceau, sur le film monumental du moment, le Babylone de Damien Chazelle. Peut-être quelqu'un voudrait revenir un petit peu sur Damien Chazelle avant toute chose. Alors qu'il n'a pas vu La La Land. Donc c'est Jonas qui voudrait sa filmographie. Donc c'est Jonas qui va nous parler de Damien Chazelle. En effet. Du coup, son premier film qui est souvent pas du tout cité, qui est sorti en 2009, du coup bien avant Whiplash, qui est du coup Guy and Madeline in a Park Bench, qui est un film musical aussi qui dure 1h22, mais il n'y a même pas de synopsis sur les trucs. Enfin, c'est un film très peu trouvable, mais que j'aimerais bien voir. Après, un film d'études, ouais. Ouais, c'est possible, mais il m'intrigue quand même, puisqu'au vu de tout, je pense que même dans Babylone, il y a des choses inspirées de ce film-là aussi. Après, du coup, il a fait le court-métrage Whiplash avec J.K. Simmons, qui a du coup donné lieu au film Whiplash en 2014 avec Miles Teller, et toujours J.K. Simmons. Puis après, 2016, La La Land, et 2019, First Man. Tu peux nous parler un peu de La La Land, du coup? Ouais, non. J'ai pas vu La La Land encore. C'est le seul que j'ai pas vu. Et je vais rattraper très 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 vite. Et puis, je sens que tout le monde va se moquer de lui parce qu'il a pas vu La La Land. Ouais, bah, là, je sens que je vais en prendre plein la poire. Ouais. Ça va être sympa. Ça va être bizuté. En solidarité, alors moi c'est Clémence, je vais pas beaucoup parler, mais j'ai pas vu La La Land non plus, donc force à toi. Merci beaucoup. Merci. Je me sens soutenu. Et du coup, Babylone, qu'il a sorti en 2023. Babylone, c'est pareil. Et du coup, c'est un film beaucoup plus grand, je pense, que tout ce qu'il a pu faire même avant. Quand on regarde Whiplash, il y a 2 personnages vraiment centraux. Whiplash, je viens de le dire. Guy and Madeline and Park Bench, il y a 2 noms, donc j'imagine que c'est pareil. La La Land, il y a Ryan Gosling et Emma Stone. Il y a l'intro quand même qui est super ambitieuse dans La La Land. Ça m'a rappelé les scènes ambitieuses dans Babylone, l'intro de La La Land où vous avez fermé l'autoroute pendant 3-4 jours à Los Angeles. J'ai pas vu. Ouais. Oui, pour rappel, c'était effectivement un long plan séquence de comédie musicale dans La La Land sur une bretelle d'autoroute, ouais, en mode un peu lip dub. Ouais. Ah oui. Faux plan séquence en plus. Oui. Avec des raccords, vas-y. Ouais, non. Et là, du coup, dans Babylone, on a beaucoup plus de personnages et même de figures hollywoodiennes très connues aujourd'hui. Et Margot Robbie, Brad Pitt, bon, là, il y a le petit nouveau Diego Calva. Il y a Giovanna Depo, qui joue le Palmer, etc. Bon, il y a plein de visages très 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 connus et c'est très très cool. Et c'est un film à la mise en scène complètement survitaminé, comme j'aime bien le dire, du Baz Luhrmann survitaminé. Même si Antoine n'aime pas trop Baz Luhrmann. Donc bon. Ouais, mais moi j'ai vu La La Land. Oui. Et non, mais c'est un film hyper ambitieux et superbe à regarder. C'est 3h10 qui passe à une vitesse folle, qui hurle son visage à nos visages du spectateur à quel point Damien Chazelle aime le cinéma. Et de prendre des figures d'Hollywood aujourd'hui si énormes, si grandes, et les déconstruire pour vraiment détruire Hollywood derrière, je trouve ça plutôt très très cool et ça fait même un peu de bien à notre cinéphilie et à ce qu'on peut même aimer dans le cinéma. Et j'aime beaucoup aussi le côté méta que le film offre à la fin, surtout, qui est je vais pas le dire parce qu'en vrai ça vaut la découverte, mais qui part presque même un peu dans l'expérimental et qui est quelque chose de vraiment singulier à voir et qui est trop rare, je trouve, dans les films, et qui est une belle prise de risque et que je trouve vraiment très réussie. Et bien évidemment la bande originale de Justin Hurwitz, comme je le répète à chaque fois que quelqu'un me parle de Babylone, qui est juste dantesque, que j'écoute en boucle et qui doit gagner l'Oscar en fait de la meilleure bande originale. Il n'y a pas le choix, sinon c'est scandaleux. Ah, moi j'aimerais bien qu'on vous fasse réagir. Je crois qu'on est tous de toute façon autour de cette table à avoir plutôt apprécié en tout cas notre visionnage du film, mais tu as dit 2 choses là sur La La Land qui pourraient paraître contradictoires.
qui est justement une déclaration d'amour au cinéma qui balance un petit peu tout son amour du cinéma et sa virtuosité. Et ceci dit, aussi, un des premiers plans de Babylone, c'est qu'il balance quand même un seau de merde au visage du spectateur. Donc à la fois, c'est un monument de générosité dans le sens où voilà, on va vous en mettre plein la vue, mais on va aussi vous mettre un bon gros seau de merde dans la vue. Littéralement, hein, c'est pas une image que je dis, c'est qu'il y a un gros seau de merde qui arrive sur la caméra. Hein, et donc, ouais, j'aimerais bien vous faire. Vous me parliez un petit peu de ce côté-là qui peut y avoir d'assez ambivalent dans le film. En vrai, déjà, je pense que c'est un film qui utilise pas mal toutes les déjections humaines. Donc, on va dire un gros seau de merde d'éléphant dans la gueule du spectateur, c'est sympathique. Du sang, de la sueur, même du vomi. Un truc qui rappelle un peu le sans filtre de Ruben Östlund de l'année dernière, et sur une scène où vraiment il y a une scène où on croyait vraiment tout ce que ça allait partir en sans filtre, je pense. Oui, c'est ça. Au final, ça va pas aussi. Non, en vrai, un petit peu, t'as vraiment un côté où je vomis sur les riches et allez tous vous faire. Ouais, mais sans filtre, le truc, c'est que ce qui marque dans sans filtre, c'est la longueur, je pense. C'est vraiment 10-15 minutes. Ouais. Puis ça va un peu plus loin, tu vois. Là, c'est vraiment tout un spectacle où elle va faire des choses assez vulgaires, soit prendre la bouffe, le balancer, jouer avec la nourriture, et puis à la fin c'est vraiment genre le bouquet final, genre c'est. Mais il y a moyen peut-être que la scène durait plus longtemps d'ailleurs, et que après avoir vu sans filtre il a coupé, parce que je me dis quand même les deux scènes se ressemblent beaucoup. C'est pour ça, moi ça m'a fait penser à ça. Et puis même à force de réflexion, à force de repenser, le personnage de Brad Pitt justement, à la base, le film parle aussi surtout de l'enclin et du déclin au niveau des personnages, et le personnage de Brad Pitt est plus du coup sur le déclin, même s'il est assez dans le déni, mais il le comprend. Et du coup, ce côté-là me fait penser du coup au film Boulevard du Crépuscule de Billy Wilder en 51, qui justement utilise un peu le même principe de son actrice, de son personnage principal. Et je trouvais le parallèle assez intéressant, donc voilà. Aussi, quand on parle de Babylone, je pense qu'il y a un truc intéressant à relever, c'est que depuis ces dernières années, avec l'arrivée des plateformes de streaming, la transformation des salles de cinéma, avec de plus en plus d'arrivées de technologies, la fermeture des salles pour cause de la crise sanitaire, il faut pas aller bien loin finalement pour voir des théoriciens ou des simples passionnés de cinéma un peu arriérés qui disent ouais, le cinéma c'était un peu mieux avant. Mais Babylone a de ça d'intéressant, en tout cas les questions du est-ce que le cinéma c'était pas mieux avant, ça a de ça d'intéressant que ça donne, j'ai l'impression, un élan symbolique, en tout cas pour le début de cette décennie. C'est un élan symbolique pour plein de cinéastes de manifester leur amour du cinéma. On a parlé de Nope tout à l'heure, de Jordan Peele, et même en 2023, il y a déjà 3 cinéastes qui ont fait un film, qui mettent le cinéma dans qui en font leur élément principal de récit, avec Spielberg, avec Mendes, maintenant avec Chazelle. Et donc ça a été, alors que finalement quand on regarde la dernière décennie, ça a été initié avec un peu Once Upon a Time in Hollywood de Tarantino, Birdman de Iñárritu, même si ça a tourné plus autour du théâtre de Broadway, et un film de Quentin Dupieux, Réalité, qui tournait autour aussi du cinéma. Mais j'ai l'impression que la tendance du cinéma, et peut-être de sa mort, de son déclin, ça tourne en tout cas autour... en tout cas, la tendance est bien ancrée dans le début de cette décennie. C'est vrai. Après, mais aussi, je trouve, par rapport à ça, c'est au niveau du scénario aussi de Babylone, on a quand même quelque chose d'assez vu... j'aime pas dire le mot vu et revu parce que c'est pas forcément vrai. Là, c'est traité justement d'une manière assez différente par rapport à plein d'autres films. C'est vraiment le passage du cinéma muet au parlant, qui est en soi quelque chose d'assez classique dans l'histoire du cinéma, un événement majeur dans l'histoire du cinéma, et qui a souvent été retranscrit dans des films, et qui là justement est pris d'un angle presque humoristique quand on voit la séquence où ça répète la scène avec Margot Robbie avec le son, la valise, etc. Et il n'y a rien qui va, et c'est juste complètement loufoque. Qui rappellerait d'ailleurs la fameuse séquence de Chantons sous la pluie. C'est une reprise. Qui est clairement une reprise, et qui d'ailleurs est nommée dans le film parce que le personnage de Mani voit Chantons sous la pluie dans un cinéma. Exactement. C'est peut-être ça, mon plus gros reproche à Babylone au final, c'est son manque de subtilité, quoi.
C'est les films par exemple, il aurait pu très bien ne pas citer ou ne pas montrer d'extrait de Chantons sous la pluie, il va le faire quand même. Et même justement, c'est ça que je reproche aussi à la fin, c'est elle est très moi ça m'a fait plaisir de voir plein de plans de films différents à la fin. Notamment, je me dis j'ai vu un petit plan de 2001 Odyssée de l'espace pour une fois quoi. Mais ouais, c'est pas très subtil quoi. C'est envoyé au spectateur juste. Tout le film de base, il est pas subtil, donc il te hurle Si, à la gueule. En tout cas, chez Chazelle, il y a quand même eu des moments de subtilité. Je trouve, par exemple, dans Whiplash, enfin, il y a des relations, même si J.K. Simon, c'est pas subtil, il y a quand même dans la relation entre Miles Teller et J.K. Simon, il y a des subtilités, il y a des choses. Ouais. Et il y a des subtilités, je trouve, aussi dans Babylone en soi. Mais, Alors oui, mais Babylone n'est pas fait pour être subtil. Hein. Babylone est fait pour puncher en pleine poire et nous tatouer sur le front en étant attaché. J'aime le cinéma. Vraiment, moi c'est comme ça que j'ai ressenti. Hein. Le film m'a accroché, il m'a secoué comme si j'étais en 4DX alors que je bougeais pas, tu vois. Et ça te vide de ton énergie, de ton âme. Et c'est à la fin, tu te dis, j'ai compris que t'as aimé le cinéma, mon copain. Bah ouais, mais justement, est-ce que Babylone va rester? C'est ça le truc, c'est que tout le monde est en train de dire justement à chaud, c'est un chef-d'œuvre, machin et tout, parce qu'il tape en fait. Mais est-ce que dans 2 ans, 3 ans, les gens vont le retenir? Est-ce que c'est ça, assez truc, percutant pour être sur la longueur? Ça serait une question qu'il faut. Peut-être qu'au final, c'est de Damien Chazelle, c'est La La Land qui restera le plus, parce que on en parle toujours, même si en vrai, c'est possible. C'est pas si fou La La Land. Au vu de sa critique, au vu de sa critique de Babylone aux États-Unis, je pense que La La Land, j'ai toujours pas vu, restera le film le plus coté entre guillemets de Chazelle. Non, tu voulais rajouter quelque chose, Lucas? Parce que après, bon, moi pour savoir lequel restera, on verra bien, ça l'avenir le dira, mais par contre, oui, il y a ce truc de l'absence de subtilité me paraît intéressante, en tout cas à creuser. Enfin, je sais pas si c'est là-dessus que tu voulais rebondir, mais moi je pense qu'effectivement c'est pas la subtilité, la qualité du film. Et c'est pas forcément il y a la seule qualité qui existe, la subtilité. C'est que là, oui, ça balance des trucs, effectivement, et qui sont contradictoires des fois. Et ça, moi, ça me paraît intéressant dans le film, quoi. Le film a des fulgurances le film est très vulgaire et très gros, mais il a pourtant une énorme subtilité dans le propos du cinéma finalement. Parce que d'ailleurs, je pense que c'est pas pour rien que la caméra de Damien Chazelle elle retrouve justement cet élément de mélange d'intime et de spectaculaire, notamment quand on s'insère dans un trou de trompette. Et ça, je pense que c'est le plan finalement le plus significatif du film, parce que on a l'impression de voir un trou noir qui est en train de nous aspirer, et c'est comme ça que Damien Chazelle finalement décrit Hollywood. Il décrit Hollywood comme un trou noir qui se nourrit des rêves et des espoirs de chacun sur le cinéma pour les aspirer afin de mieux les recracher. Et c'est là que se trouve finalement, et c'est là je pense que le film est le plus subtil. Le trou noir du coup de la trompette dont tu parles, mais qui peut faire écho aussi à ce fameux trou noir de cette scène qui est assez dingue dans le film, qui est appelé l'anus d'Hollywood, et dans lequel nos personnages s'enfoncent. C'est vrai. Mais c'est vrai que aussi j'ai oublié de préciser dans la biographie de Damien Chazelle, il a fait aussi une série sur Netflix qui s'appelle The Eddy. Et du coup, je me demande si, parce que je sais que j'avais entendu pas mal de choses qui disaient que Babylone aurait pu fonctionner ou aurait pu être développé en format sériel. Et au vu des retours de la série The Eddy, justement, une question peut se poser légitimement, est-ce que The Eddy aurait pas été mieux en film et Babylone en série? Globalement, vu Babylone, je préfère qu'il soit en film. Mais The Eddy, je sais pas, je crois que tu en as vu un peu, Andy? Ouais. C'était ultra chaud. Ouais. Voilà. Il n'y avait pas grand chose à en dire. Plus que ça. J'avais pas envie de regarder moi à la base. Mais... Vous voulez rajouter quelque chose? Alors moi j'ai un truc à rajouter, tu parlais du plan le plus significatif du film, d'ailleurs il a repris au final ce plan dans la bande-annonce, je crois qu'il clôture la bande-annonce. Moi il y a un autre plan par contre qui me parle le plus, il est pas du tout, là il y a un manque de subtilité mais je l'accepte beaucoup plus. C'est le moment où le jazzman dans le film dit ta caméra est pas tournée du bon côté, et là Damien Chazelle tourne vraiment sa caméra du côté de l'orchestre. Là c'est un manque de subtilité, je trouve, qui marche beaucoup, et pour moi en tout cas c'est le plan qui m'a le plus marqué dans le film. Et c'est où je me dis peut-être que c'est au final le but de Damien Chazelle dans tout son cinéma, est-ce que c'est pas de montrer les gens qui sont derrière. Et dans cette intro de La La Land, on a ça aussi, à un moment il y a un camion qui s'ouvre et qui va montrer l'orchestre. Il va tout le temps montrer ces gens en train de jouer la musique, plutôt que de faire une musique extra-digétique qui va sortir nulle part. Honnêtement, je pense qu'il y a aussi un aspect de ce côté-là d'intégration du spectateur dans l'univers du film.
et d'essayer de permettre au spectateur de trouver sa place justement dans le film et quel angle de vue en fait adopter. C'est Damien Chazelle en fait il te dit prends cet angle de vue là et le spectateur va prendre celui-là et va totalement adhérer en fait au film. Ouais, mais pas forcément, c'est pas parce que tu montes les musiciens dans le film qu'il va forcément adhérer le spectateur. Ouais, mais justement c'est là mais où il était musicien en bien soi, sûr. Damien Chazelle. Après, je pense que c'est un ça, son c'est père français qui était un grand fan de jazz et qui lui a donné de la passion pour la musique. Mais c'est effectivement une constante. Après, oui, enfin, Chazelle, il a toujours montré des gens qui travaillent, en fait, qui doivent faire quelque chose et dont le travail va devoir mener à quelque chose. Mais que ça soit même Armstrong dans First Man, voilà, c'est comment il va, le travail qu'il doit effectuer pour arriver à ses fins. Et voilà, dans Whiplash, évidemment, c'est évident, c'est un musicien. Qu'est-ce qu'il doit, la somme de travail qu'il doit accomplir. Et là-dedans, c'est pareil. Dans Babylone, on va avoir ça. Et La La Land, pareil, c'est des gens qui travaillent et qui doivent travailler pour arriver au firmament tel qu'ils le veulent, quoi. Après, est-ce que c'est ça qui crée une identification pour le spectateur ou qui montre l'adhésion de Chazelle à ça, je ne sais pas, mais effectivement, c'est ce que ça donne. Par contre, c'est qu'on voit des personnages qui travaillent et donc qui agissent, quoi. Et en fait, ça crée de l'action, en fait, quoi. Et c'est des films, en fait, à chaque fois qui sont des films d'action, pour en parler. On voit pas des personnages qui pensent chez Chazelle. On voit des personnages qui agissent, quoi. Ouais, justement, moi j'avais ressenti vraiment ce côté-là très inclusif au niveau du spectateur, donc ça a peut-être fonctionné sur moi, mais peut-être pas sur tout le monde. Mais ouais, j'avais l'impression, en fait, dans cette séquence, quand tu racontes cette séquence-là, on me dit, ça fait comme si nous, en fait, on était le caméraman et que c'était Chazelle qui nous disait non, c'est pas là que tu dois filmer, c'est ailleurs. Et du coup, on était nous-mêmes, en fait, dans la conception du film. Et en fait, on conceptualise, je pense, subjectivement chacun un aspect différent dans l'énergie, dans ce que le film nous apporte et ce que nous on y met aussi de notre temps, de notre envie, de notre énergie. Et je pense que c'est ça aussi qui peut atterrer aussi certaines personnes qui justement n'adhèrent pas à ce style de conception cinématographique, de se dire que en fait il faut que moi aussi j'y mette du mien si je veux adhérer au film. Ouais, moi je vois pas forcément une inclusion du spectateur. Moi j'ai juste l'impression que c'est le personnage qui parle à Damien Chazelle et puis Damien Chazelle fait son geste ensuite. Mais je me dis pas il nous parle à nous, quoi. Moi je crois pas, moi non plus, hein. Enfin, après moi j'ai l'impression que le film il est polyphonique. En fait, il dit deux choses contradictoires. Et ça peut être la limite du film, c'est mon point d'opinion. J'ai l'impression que ça peut être la limite du film parce qu'on peut se dire Damien Chazelle il a le cul entre deux chaises et puis il choisit pas, quoi. Et en même temps, c'est intéressant parce qu'il y a plein de choses qui s'entrechoquent, quoi. Il y a le flot de vomi comme le glamour en même temps. Enfin, à deux plans, il va y avoir ça. Après, moi, je rejoins un peu ton propos, Jonas, sur cette espèce d'identification, parce que chez Damien Chazelle, de toute façon, il y a toujours une espèce d'ambiguïté entre deux propos. Et Babylone se rapproche du coup beaucoup de La La Land dans cette ambiguïté, parce que certains voient La La Land comme une espèce de déclaration d'amour aux comédies musicales d'antan, et d'autres y voient plus un film très mélancolique sur l'égoïsme, finalement. Et Babylone, j'ai l'impression, remet un peu cet accent-là sur cette ambiguïté entre le propos très vachard du cinéma et le discours sur ce qu'on ne voit pas. Parce que Babylone, c'est autant un film sur des stars que sur des gens oubliés, que ce soit des musiciens, des acteurs, des figurants, notamment les clodos dans la scène du désert, qui finalement essayent d'essuyer les plâtres, qui acceptent finalement de mourir, même. Qui acceptent, on sait pas. Enfin, qui acceptent. Après, pas sûr qu'ils font exprès. Après, le réalisateur dit qu'il s'est jeté sur la lance, donc on peut dire qu'il a accepté. S'il le dit. S'il le dit, c'est que c'est vrai. Donc, mais non, en tout cas, qui accepte d'essuyer les plâtres et même parfois de mourir tragiquement pour que les autres finalement soient en lumière, et notamment avec Brad Pitt qui a sa grande scène de baiser avec ce papillon qui se pose sur lui au moment parfait. Après, pour l'exemple de La La Land, en soi, tu peux être les deux en même temps. Tu peux être un hommage aux comédies musicales, un truc nostalgique et tout, et être un film sur un peu l'égoïsme, tu vois. Soit il y a les comédies musicales même d'époque de Jacques Demy, il y a des personnages, c'est très égoïste aussi, il y a beaucoup de gens qui sont amenés, qui sont éclipsés et tout ça. Donc pourtant ça reste des belles œuvres musicales, quoi. Pour moi c'est la même chose avec Babylone, c'est que en fait il y a pas vraiment c'est ambivalent, mais c'est une déclaration d'amour
sur le cinéma en général. Donc en fait, il montre ce qu'il est, mais aussi ce que c'était, même s'il il vient un peu déborder, un peu le rendre extravagant. Mais pour moi, c'est pas forcément très ambivalent, dans le sens où il montre le cinéma d'avant sans émettre un regard très nostalgique non plus, mais juste il l'aime et il montre aussi à quel point il va vite et tout ça avec un rythme très effréné, très, très prenant pour le spectateur, justement pour qu'il suive, ou plutôt qu'il n'arrive pas à suivre cette évolution au même titre que les personnages qui prennent part à cette évolution, quoi. Et sans spoiler, c'est un peu ce que nous dit la scène de fin en elle-même, avec le personnage principal qui va au cinéma et qui lui-même est pris de larmes en voyant toute l'évolution du cinéma dans son temps, quoi. C'est ça, c'est une odyssée qui est désenchantée. C'est une odyssée sur le cinéma qui est désenchantée, mais qui montre d'une manière assez touchante notre effacement inévitable face à un art qui nous survivra de toute façon, qu'on soit là ou pas là. Et c'est ce que dit la journaliste à Brad Pitt. Des acteurs comme lui, il y en aura 100, et des journalistes qui écriront sur les acteurs, il y en aura 100 aussi. Parce que justement, ça évolue avec le temps, c'est plus grand que nous. Et elle dit, et c'est normal que les acteurs doivent profiter de la lumière des projecteurs avant qu'elle s'éteigne. Parce que finalement, c'est un peu fort, c'est un peu gros comme propos, mais les regrets sur le passé n'ont pas leur place finalement. Pourtant, en y réfléchissant justement, je suis même en train de me dire des fois, mais est-ce que Chazelle, il est pas en train de nous dire quand même, genre est-ce que juste le cinéma muet c'était pas mieux, parce que ça relierait avec la scène de l'anus d'Hollywood en soi, genre début cinéma à l'époque du muet, on fait des super fêtes très haut en couleur, et après ça devient très sombre quand on arrive au parlant, et puis même cette façon en fait de filmer les orchestres ou de faire revenir la musique en salle mais en présentiel. Alors, ça rejoindrait, je trouve, ce truc-là. Des fois, j'ai l'impression que Damien Chazelle, c'est un peu ça. Il y a un truc, il y a un côté nostalgique, et d'ailleurs, en soi, moi je l'ai ressenti bien, la scène de Diego Calva qui pleure devant les images en mode il est très content et tout, mais je me dis, mais ça se trouve, en fait, Damien Chazelle, il voulait pas la mettre comme ça, cette scène-là, il voulait la faire ressentir comme s'il regardait des images, mais Avatar, qu'est-ce que c'est que cette merde, quoi. Genre, je me demande si y a pas ça. Je suis pas Je d'accord. te laisse réagir, mais moi oui, je crois pas. Je pense qu'en tout cas le film, ce que tu disais Hugo, ouais, c'était oui, ça, en tout cas le côté c'était mieux avant du muet et compagnie. Non, la fin du film, oui, ce type-là qui s'est fait éjecter de ce système-là pour des raisons et pour des autres, et qui a, même s'il a accompagné le passage du muet au parlant, il voit le film Chantons sous la pluie qui témoigne de ça, et qui aussi témoigne, Chantons sous la pluie, des avancées qu'a permis le parlant par la comédie musicale, tout simplement. Donc lui, il peut prendre que acte de ça, et c'est aussi le sens du montage final. Jusqu'à Avatar, on va dire, oui. Voilà, les évolutions techniques, le cinéma, il reste là, et on sait que les effets spéciaux numériques, par exemple, ils ont jeté aux orties la stop motion, par exemple. Tiens. Mais ça n'empêchera pas que les effets spéciaux numériques, ça peut être très bien, et que la stop motion résiste, et que les apports du muet sont toujours là, dans Avatar, comme dans Chantons sous la pluie, quoi. Oui, Damien Chazelle, aussi, genre, quand tu disais il aime le cinéma, il aime le cinéma, logique, mais je veux dire, quand il montre qu'il aime le cinéma, mais tout en détruisant les côtés sombres d'Hollywood, il appuie vraiment là-dessus, et il montre vraiment toutes les horreurs possibles qui se passent à Hollywood. Et c'est pour ça que dans les propos que tu disais tout à l'heure, que quand Damien Chazelle dit dès qu'il y avait quelque chose qui était pas bien, genre je le mettais dans le film, en soi, globalement, certes, le propos est peut-être très maladroit, mais ça appuie le fait qu'il y ait ce contraste entre l'amour qu'il porte pour le cinéma et tout le côté sombre que ça implique aussi d'être à Hollywood. Bon, après, il a quand même filmé le film dans son jardin, tu vois. Oui, il a c'est fait vrai. 4 ans le film, il pourrait quand Une même version réfléchir de sur les 3 propos qu'il dit, tu vois. iPhone. En tout cas, en regardant ses interviews, moi, je revois le film. Je revois le film à la baisse, et c'est triste quand même, quoi. T'as un film qui tape en salle, qui pour moi il est monumental, ce film là, et c'est l'un des rares trucs que j'ai ressenti comme un Ben Hur ou un Laurence d'Arabie en sortant essoufflé, quoi. Et au final t'as le réal qui te dit ça, quoi. C'est pas spécialement mieux, quoi. Je pense que c'est maladroit. Ouais, mais il est pas maladroit. Damien Chazelle, c'est quand même un mec qui arrive à faire Babylone, quoi. Ouais, donc, mais je parle aussi dans ses propos, tu peux être maladroit dans tes propos et faire des chefs-d'œuvre comme Babylone. Oui, ça c'est pas la première fois que ça arrive. Ça arrive, c'est sûr.
En termes de promo catastrophique, on en a une très très bonne actuellement. Là. Astérix. J'ai jamais vu pire promo depuis que je suis né. Hein. On va pas parler de Guillaume Canet, c'est un mot interdit. Non, ça va aller. On Il est gentil, mais bon. passe peut-être, à part si l'un de vous a quelque chose à rajouter sur Babylone, au dernier film dont tu voulais rajouter. Peut-être juste pour retourner à la scène de Tobey Maguire, je me dis, avec du recul aussi, c'est vrai qu'elle est très rajoutée. On a l'impression qu'elle est rajoutée cette scène-là. Je sais même plus pourquoi ils y vont d'ailleurs, c'est pour du fric, je crois. Enfin, oui, si, c'est ça. Ouais, c'est parce que Margot Robbie a perdu au poker. Moment, en fait, ouais, c'est ça. Mais moi, c'est comme ça que j'ai ressenti. Mais au final, elle passe quand même toute seule super bien. Ouais, ça fait quand même un truc. Ça choque un peu dans Babylone et c'est vrai que ça fait. Soit scénaristiquement, c'est presque un défaut le truc. Ouais, mais en vrai. C'est une grosse tâche quoi dans le film. En vrai, au final, oui et non, parce qu'elle développe quand même toujours la relation entre Margot Robbie et Diego Calva. Et elle amène aussi justement la scène finale. Si on y repense bien, en fait, sans cet arc-là, tu vois, en fait, je pense que il a réécrit la fin pour y inclure le personnage et du coup, ça se cale parfaitement. Soit c'est un heureux ajout, quoi. Mais le scénario pour la fin, il aurait pu se faire, je pense, autrement quand même. Enfin, ça se voit clairement que tu peux prendre le bloc, l'enlever, le changer par 2-3 pages de script et ça revient au même, je pense. Cette scène-là de Tobey Maguire. Ouais, mais est-ce que la fin aurait peut-être eu autant d'impact si on avait réduit cette séquence-là, où justement, là c'est là où il y a toute la tension qui monte. Après, parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver, on ne sait pas d'où ça peut arriver. Et c'est pour ça que même toutes les ruelles deviennent carrément sombres. Personnellement, j'aime beaucoup cette séquence, mais c'est que je la trouve pas spécialement en trop. Mais oui, ça se remarque que c'est un bloc, quoi. Mais... Après, c'est une question. De toute façon, d'un point de vue dramaturgique, clairement, elle ne fait pas avancer l'action. Non. Mais par contre, d'un point de vue plastique, elle est intéressante. Je pense que ça, c'est vraiment d'un point de vue cinématographique, du coup. Oui, c'est-à-dire cette scène-là, elle est en écho avec la première. C'est ça, on a une première scène de fête avec les pulsions sexuelles de violence qui sont toutes exprimées dans une fête. Et là, on a pareil une scène d'expulsion. Où tout le monde ressort ses pulsions, c'est glauque, c'est festif d'un côté, c'est glauque de l'autre. Il y a de toute façon une logique poétique, cinématographique là-dedans. Elle fonctionne que là-dessus. En termes, si on veut la juger, genre John Truby, le pape du scénario, il voit ça et dit tu me vires ça c'est sûr. Mais par contre, oui, je pense que la scène en elle-même, si on se retrouve dans le film, on est quand même, on s'en rappelle. Elle a un impact et je pense que c'est intéressant de l'envisager comme ça. Ouais. Après, à part pour les questions d'argent, avec toute la poursuite et tout, sinon on sort beaucoup du système du cinéma. Du coup, c'est une descente qui nous fait un peu perdre le parallèle au cinéma et son monde, quoi. Je pense que ce qu'il veut dire, c'est que maintenant toutes les pulsions sont enfouies, quoi. Ouais. Voilà. Au début, elles sont quasiment apparentes. Hollywood est à la fois babylonien dans ses films et à la fois dans sa vie, et qu'après tout devient très policé et que toutes les pulsions s'accomplissent un peu de façon souterraine dans des milieux interlopes. Voilà, c'est un peu ça. C'est pour ça d'ailleurs que Tobey Maguire il dit qu'avant on savait comment s'amuser. Enfin, avant on savait comment s'amuser, que maintenant tout doit être fait un peu en cachette. On va peut-être passer au dernier film de notre sélection, qui est donc l'Immensita de Emmanuel Crialese. Alors déjà, la première chose que je pourrais dire, c'est que avant d'entamer sur le synopsis, c'est qu'en sortant de la salle, personnellement, je crois que c'était ton avis aussi, le film nous plaît. Après, c'est vrai que là, bon. En plus j'y pense, moi j'en parlerai tout à l'heure, moins je suis... Oui, c'est ce que j'allais dire justement. Là, devant le micro maintenant, et puis même avant, je me disais, sans lire mes notes, je commence à perdre quelques éléments du film et c'est un film qui va pas rester très très longtemps dans ma mémoire, quoi. Donc du coup, au niveau du synopsis déjà, c'est l'histoire d'une famille dans l'Italie de 1970 vers là, une famille complètement en ruine avec un père absent qui a à peu près tous les défauts du monde et qui est infidèle, qui frappe, violente sa femme et qui n'est pas du tout présent pour ses enfants. Et une femme qui elle est un peu débordée, essaie de faire le mieux pour sa famille, mais qui est complètement
détruite. Ouais. Même si elle essaie, elle aussi, de s'échapper un peu de ça et d'avoir quelques moments de rêverie, quoi. Elle est vite jugée par toute la société et même ses proches amis, quoi. C'est une liberté, plus qu'autre Ouais, chose. c'est ça. Et apporter une liberté, voire malgré, tu vois, potentiellement un équilibre du coup familial qui devient du coup de plus en plus bancal, on reste comme dans une liberté dans la famille. Et puis ça raconte aussi l'histoire des enfants eux-mêmes et notamment de la plus grande qui est en quête d'identité sexuelle et qui va, enfin la caméra va nous raconter cette histoire presque par ses yeux à elle, quoi. Et oui, il va nous montrer la destruction de cette famille en même temps que oui, sa recherche d'identité, quoi. Et donc, vas-y, après, concernant le film en lui-même, voilà, il reste pas très longtemps en tête. Il est tout de même intéressant dans le sens où il se veut assez réaliste, je pense, notamment par son montage et le fait qu'il n'ait pas vraiment de conclusion. Enfin, il n'a pas une belle conclusion avec un film qu'on pourrait penser classiquement comme les films de recherche d'identité avec une famille brisée. Enfin, il y a beaucoup de scénarios qu'on peut retrouver, même si on n'a pas forcément les noms. Mais on pourrait très facilement imaginer la fin dès le début du film. Or là, le film ne nous présente pas du tout de fin. En fait, il nous montre juste une boucle comme un fil qui continue de se tisser sans jamais vraiment trouver de fin, quoi. C'est comme si la scène finale, à part pour ce qui est de l'identité du personnage principal, sinon on n'a pas d'évolution, quoi. En vrai, je rejoins pas mal de points de ce que tu dis. C'est un film qui reste pas trop en mémoire, qui ne marque pas, enfin qui m'a pas marqué en tout cas, mais qui garde quand même en lui des fulgurances visuelles, techniques, qui sont parfois vraiment très sympathiques. Je pense surtout déjà à la première séquence sur le toit avec les fils qui forment l'étoile de David et puis le plan en contre-plongée sur le ciel que je trouvais super beau. Non, la lumière est sympa. En fait, techniquement, le film est plutôt propre. Ouais. Il n'y a pas tant de défauts que ça. Tu vois, la réal, elle a quelques fulgurances, mais globalement, c'est simple. Ça fait le taf quand même. Mais surtout, moi, ce qui me pose problème, c'est le scénario. C'est-à-dire que on va avoir du coup un père qui est du coup assez absent, assez violent, mais qui c'est un peu compliqué parce que ça fait un peu dans la redondance au niveau des actions. C'est ce on en avait parlé un peu la semaine dernière. C'est que on va avoir tendance à faire justement le mal en soi dans sa famille, c'est redétruire sa famille qui tente de se reconstruire par une certaine liberté, des moments de liberté, mais qui va taper encore de plus en plus fort, et c'est ça toujours un peu redondant. Et puis on va avoir du coup aussi l'aîné qui justement est en quête d'identité sexuelle et qui va tenter justement de créer une relation, de nouer quelque chose avec une fille c'est une fille de Gitan. ouais, ça doit, ouais, c'est ça. Et qui est, je trouve, assez mal amené, mal écrit, très peu subtil. C'est quelque chose qui va trop vite, qui va très vite. C'est presque limite, en fait, on avait coupé des plans, coupé des moments. Oui, c'est pas développé. Ouais, il n'y a pas aucun développement. En fait, on s'attache même pas à la relation. C'est quelque chose qui devient presque très niais. C'est peut-être un peu fort, mais c'est très superficiel, en fait. Et je trouvais ça dommage parce qu'en vrai, il y avait quand même un gros potentiel dans cette relation de trouver vraiment quelle est la véritable liberté que cette personne, que l'aîné voudrait prendre. Une certaine liberté avec sa mère et son petit frère et sa petite sœur, ou une liberté plus solitaire, mais qui lui conviendrait mieux. Et globalement, il n'y a aucun de ces thèmes-là qui est véritablement appuyé ou engagé. Et je trouve ça assez dommage. Là où je suis pas d'accord avec toi, c'est par rapport au père, où je trouvais que
Enfin, oui, visuellement, à regarder, c'était pas le plus intéressant de le voir tout le temps dans le même rôle, etc. Mais ça ramenait justement cette notion de réalisme où t'as pas d'évolution des personnages, quoi. Enfin, c'est vraiment une famille brisée, et donc c'est comme ça va pas être du jour au lendemain, tout se passe mieux. Non, c'est sûr, mais d'où la sorte de redondance, c'est que même le père, en fait, il vient, il fait la même chose, c'est limite, il dit tout le temps la même chose, il fait toujours les mêmes gestes. Ouais, Donc, en fait, il n'y a même pas d'évolution, tu vois. Ouais. Même si on sent que ça détruit de plus en plus la famille, en fait, c'est très cyclique. Après, je pense que c'est volontaire, mais je pense qu'il aurait justement fallu décrocher un peu, même partir du milieu vers la fin, ce côté cyclique et rendre le truc un peu plus espacé, que justement cette violence-là prenne un peu plus l'espace pour vraiment appuyer la déconstruction de la famille et le côté vraiment très presque solitaire, parce que c'est une famille qui, même quand elle voit ses amis, même quand elle voit la famille, elle est un peu regardée d'une manière un peu plus étrangère, un peu plus étrange, comme la scène où justement là c'est les mères qui disent parce que les enfants font une sorte de bêtise et la mère a dit c'est qui fait la bêtise, et l'aîné a dit c'est moi, et tout le monde regarde la mère et dit bon bah tu le gifles. Et en mode j'ai jamais giflé mes enfants, et enfin je veux dire c'est toujours un rapport à la violence qui est assez présent, et je trouve ça dommage que le père n'est pas justement dans son comportement indécent prenne plus d'espace et appuie vraiment cette déconstruction, et du coup amène vraiment une sorte de légèreté, de fraîcheur quand la famille se décide à prendre de la liberté. Et c'est là où justement même après la gifle où va prendre le tuyau d'arrosage et arroser tout le monde, alors qu'on voit les autres rester sur le côté et les enfants et elle s'amuser. Et c'est là où je pense que la tendance à séparer un peu les deux aurait été super intéressante. Et puis je voulais revenir aussi sur ce que tu disais par rapport à l'esthétique. Là où j'étais un peu déçu, c'est que pour moi, la forme aurait pu rejoindre le fond, où justement tu as une esthétique qui est peut-être trop propre pour montrer justement une famille brisée comme ça. Pour moi, c'est trop esthétisant, quoi. Il y a des fois où ça marche très très bien quand tu as des scènes un peu rêvées, justement cette scène de l'arrosoir avec la mer, elle est rêvée, elle est presque paradisiaque. Là ça marche très bien de la mettre en beauté, mais pour le reste du film je trouvais que justement on avait une atmosphère un peu trop, avec des lumières un peu trop chaudes pour vraiment apprécier le dramatisme, quoi. Mais je suis pas totalement d'accord avec toi. Je trouve qu'en fait globalement c'est dans les moments de liberté où ça va danser, où ça va être dehors, sentir un peu une sorte de bouffée d'air frais. Là on va avoir quelque chose de très chaud, d'assez très doux comme lumière. Mais par contre, quand on est en intérieur, quand le mari rentre à la maison, c'est toujours quelque chose, soit c'est le soir, de nuit, c'est toujours sombre ou un peu terne, quoi, de la lumière, comme s'il faisait gris. Un peu plus tamisé. Ouais, ou même des fois les volets sont un peu fermés et on ressent vraiment c'est un côté de l'enfermement, s'enfermer dans ce cycle un peu infernal justement où la mère essaye de s'en sortir même avec ses enfants. Et c'est toujours quelque chose de compliqué, à tel point qu'à un moment, à la fin, elle est même plus capable de tenir tête et qu'elle part pour se reposer, tu vois, en laissant ses enfants avec le mari. Et enfin, c'est ce pan-là que tu vois que j'aurais pu plus apprécier si ça avait été plus séparé un peu, tu vois. Ouais, tout à fait. On s'arrête là. Merci à vous. En tout cas, ça donne vachement envie d'aller le voir. Hein. Super. Pardon. J'ai toujours pas vu Heureusement, quand ça sortira, il sera quasiment plus à l'affiche, parce que sinon, merci la publicité. Non, mais en vrai, allez le voir, parce que c'est quand même un objet de curiosité assez qui peut être pertinent pour certains, moins pertinent pour moi, par exemple. Et puis sur le coup, on l'apprécie quand même. Bah oui, faut pas y repenser parce que pour nos auditeurs, oui, effectivement, on en avait parlé la semaine dernière lors d'un atelier, et puis en général, l'enthousiasme était un peu général. Ça, c'est toujours un peu marrant de voir que une semaine après, en fait, il reste plus rien. Ouais, après, c'est loin d'être un mauvais film, hein. C'est un film qui est quand même appréciable et qui se regarde bien, largement regardable. Et puis ça va, on a fait la promotion de 4 films sur 5, c'est pas mal. Bravo, je suis fier de vous. Merci à tous. Merci. Et à bientôt.